Vous regardez Midi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Talk Afrique consacré à la Journée internationale des femmes. Le 8 mars, les femmes à l'honneur, la communauté internationale célèbre la journée qui leur est dédiée, une journée symbolique célébrée aussi partout en Afrique. L'Afrique justement devenue quelques années le premier continent de l'entrepreneuriat féminin avec 27% des femmes entrepreneurs. Les associations féminines ne cessent d'ailleurs de revendiquer le droit des femmes. Le thème de cette année, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Pourquoi la question d'égalité de genre reste un débat en Afrique? Quelles sont les avancées significatives enregistrées sur les droits des femmes ces dernières années? Comment favoriser l'autonomisation des femmes en Afrique pour renforcer l'entrepreneuriat féminin? Ce 8 mars est pour nous l'occasion de passer à la loupe ces questions avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Il s'agit de Yaye Fatou Ndiaye, coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, Promise, et présidente de la plateforme des femmes de Kaolack dans le centre du Sénégal. Bienvenue dans ce Talk Afrique. Merci beaucoup, Madame Boukaka. Je vous remercie pour cette invitation et je suis ravie d'être là avec les téléspectateurs de Midi 1 TV. Juste en face de vous, Madame Fatoumata Sy, sociologue. Vous êtes coordonnatrice du centre Amadou Malik Gaye, BOP, Union pour la solidarité et l'entraide. Bienvenue à vous également. Merci, bienvenue et bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices africaines et du monde entier. Très bien. Le thème de cette année, c'est donc « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Madame Diagne, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Alors, ce thème m'inspire, me confirme dans la démarche des femmes de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites l'histoire de l'humanité, dans nos civilisations, à l'époque, c'était la matriarcat. Ce sont les religions qui sont arrivées. Et à l'arrivée des religions, il y a eu des changements qui a redonné, qui a mis en place la patriarcat. Alors, donc, maintenant, c'est dans l'exercice de l'amélioration de cette relation homme-femme, où parfois, les femmes sont parfois bafouées, si je peux l'appeler ainsi, hein, pour ne pas dire des droits des femmes, parce que les droits des femmes sont toujours là. Maintenant, le problème réside dans l'application de ces droits-là et la mise à l'aise des femmes dans le rôle prépondérant et primordial de la société. Aujourd'hui, on est à l'ère où, comme on dit, on est de la génération égalité, oui, qui est carrément revendiquée haut et fort. Et maintenant, je crois qu'on doit y arriver. Alors, Madame Sy, en fait, justement, cette journée, le 8 mars, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup d'années de cela. Qu'est-ce qui a changé jusqu'ici dans le vécu des femmes? Ouais, merci. Moi, je pense qu'on dira oui, ça fait très longtemps que nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. On dira oui, que d'avancées, que de luttes, d'âpres luttes d'ailleurs menées par les femmes de tous les bords, de tous les continents. Et si nous devons parler en tant que femmes africaines, nous pouvons dire que oui, nous avons eu certes des avancées, mais encore, il y a beaucoup de choses qui restent à faire en matière d'application des textes et des lois qui ont été certes adoptés, des engagements pris par les uns et les autres, des engagements pris par nos États africains, mais malheureusement, l'applicabilité pose problème. Donc, dans la mise en œuvre, les femmes africaines continuent encore de vivre une certaine situation qui n'est pas peut-être des meilleures. Alors, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur ce que vous avez dit, des avancées significatives. Quelles sont ces avancées? En termes d'acquis sociaux, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, si on interroge par exemple les services sociaux de base, par exemple pour ce qui concerne l'éducation, nous pouvons dire que oui, il y a plus de filles aujourd'hui scolarisées en Afrique qu'il y a quelques années, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années auparavant. Le taux de scolarisation a augmenté, le taux d'éducation des filles à l'école a augmenté. Peut-être aujourd'hui on parlera de maintien ou aujourd'hui d'accès des filles, par exemple, à un niveau supérieur d'enseignement. En Afrique, parce que si je comprends bien, concernant l'ONG internationale, le plan international dit que les jeunes filles de 6 à 17 ans
ne seraient pas scolarisées dans le monde. Et vous parlez de l'Afrique, Oui. qu'il y a une avancée à ce niveau-là, Oui, il y a un changement tout à fait. du côté Je pense qu'il y a une avancée, même si effectivement dans certains pays de la région africaine, il y a encore des efforts à faire en matière de scolarisation des filles, mais nous pouvons aujourd'hui dire, en tout cas, l'exemple des pays aujourd'hui de l'Afrique, je veux dire par exemple d'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des avancées pour ce qui concerne la scolarisation des filles. Ça, on peut le dire. Maintenant, est-ce que les filles accèdent à un niveau supérieur, comme par exemple à l'université? Là, il y a un problème. Mais au moins, pour ce qui concerne l'éducation primaire, au moins, par exemple, au Sénégal, on est aujourd'hui à un taux de 98%. On n'a plus ce problème-là aujourd'hui de scolarisation des filles au Sénégal pour l'accès vraiment à l'école primaire, par exemple. Et dans les pays de la sous-région aussi, c'est pareil. Mais pour ce qui concerne, par exemple, le niveau supérieur encore, ça pose problème. Ça, il y a des disparités, il y a encore des inégalités. Sur le plan de la santé, là aussi, on dira qu'encore, dans certains domaines, par exemple, il y a encore des efforts encore à fournir. Par exemple, la question de la mortalité maternelle, la question de la santé maternelle et infantile. Effectivement, là, il y a encore des efforts à faire. Simplement aussi, ce que nous vivons aussi dans le quotidien aujourd'hui des pays de la sous-région, au niveau même de l'Afrique subsaharienne ou même de l'Afrique du Nord ou autre, la question de la violence, parce que c'est une forme aussi de violence, des formes de violence même pourrais-je dire, qui aujourd'hui affectent, en tout cas continuent encore d'affecter les femmes dans leur vécu quotidien. Et alors, allez-y, Madame Diane veut réagir par rapport à ces inégalités. Mais je voulais toujours venir en appoint à ma sœur, comme elle disait tout à l'heure, par rapport à la scolarisation des filles et au maintien des filles à l'école. C'est-à-dire, c'est pour élever le niveau d'éducation et de sensibilisation des filles et des femmes en général. Néanmoins, comme elle dit, nous avons beaucoup d'handicaps à soulever. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des facteurs sociaux handicapants, l'évolution de la femme, surtout dans le circuit académique. Mais néanmoins, ce n'est pas que le circuit académique qui est la voie royale pour mener la femme à la capacité ou au pouvoir de pouvoir réclamer ses droits ou de les connaître. Il y a aussi la capacitation. Il y a la capacitation de la femme. Comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, mais le défi, en fait, pour arriver à cela, c'est l'autonomisation de la femme. Exactement. La conscientisation à l'autonomisation. Aujourd'hui, les femmes, la plupart des femmes, il y a un combat qui est mené et les femmes ont conscience qu'elles doivent être autonomes pour pouvoir réclamer leurs droits. Maintenant, dans le processus de l'autonomisation aussi, comme on dit, c'est le même processus par rapport au maintien des filles à l'école, tous ces facteurs-là, il y a des facteurs sociaux handicapant la femme. Parfois, il y a des femmes qui sont même interdites de travailler par leur conjoint, pour des aspects, des considérations sociales. Et tout ça, c'est handicapant par rapport à la femme. Et c'est là le combat, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour lutter contre? Continuer à produire des exemples, à montrer l'exemple, à poser le débat, à conscientiser, et c'est ce qui est en train d'être fait. Qui doit poser les débats? Est-ce que c'est la femme ou bien c'est l'homme? Ou comme on dit, ce ne sont pas des adversaires, mais c'est des partenaires. Ce sont nos leaders aujourd'hui dans nos pays. Si vous voyez en Afrique, nos leaders politiques ont cette volonté. Nous avons beaucoup de pays en Afrique où les femmes maintenant ont droit à la parole. On pourrait citer des pays comme le Rwanda, par exemple, comme le Bénin, comme le Sénégal, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au Sénégal, on est à la parité. Au Rwanda, par exemple, ils ont dépassé même la parité, parce que si vous regardez au niveau de leur instance délibérative, au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont à plus de 61% de femmes qui ont la parole, qui légifèrent, qui proposent, qui accompagnent la volonté Justement, politique. le Rwanda occupe la première place, parlons de la parité. Exactement. Donc au Sénégal aussi, nous avons des avancées notoires parce que chez nous, il y a le président de la République Macky Sall qui a la volonté d'accompagner les femmes à l'autonomisation, qui dit que le pays ne peut se construire avec des femmes, sans des femmes qui ne sont pas productrices. Il faut que les femmes soient productives. Il faut que les femmes soient un apport économique considérable. Il faut que les femmes puissent être autonomes pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Il a fait appliquer la parité.
il a promulgué la loi. Donc depuis son avènement, aujourd'hui, toutes les instances de décision, les instances électives sont paritaires. Et aussi, il a créé beaucoup d'organisations, beaucoup de projets qui accompagnent l'autonomisation de la femme. Madame Si, il y a beaucoup de femmes députées à l'Assemblée nationale, on parle bien du Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal est un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. On peut dire que oui, le Sénégal est un exemple par rapport à l'application de la loi sur la parité qui a été adoptée donc en 2010. Mais là où je voulais le plus rebondir, c'est par rapport à la question justement de l'autonomisation et même peut-être votre question aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire par rapport aujourd'hui à ce défi de l'autonomisation de la femme, c'est qu'en fait, ça doit mettre, je pense aujourd'hui, tous les acteurs, et quand je dis décideurs politiques ou même acteurs de la société civile d'une manière générale, sur aujourd'hui la question de l'équité de genre. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, que toutes les femmes, qu'elles soient scolarisées, non scolarisées, analphabètes ou néo-alphabétisées, puissent accéder aujourd'hui aux moyens. Donc, ces questions de moyens, c'est aujourd'hui renforcer les moyens d'action des femmes. Et là, nous sommes très à l'aise pour dire qu'en fait, il ne s'agit pas seulement des femmes qui sont scolarisées, mais des femmes aujourd'hui qui ont pu être renforcées, capacitées, comme il le dit. Je veux dire, l'éducation, ce n'est pas seulement la scolarisation formelle, mais aujourd'hui, dans le champ de l'éducation non formelle, l'alphabétisation en langue nationale a permis aujourd'hui d'aider les femmes à accéder aux instances de décision et à la limite même d'accéder même au savoir et de valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être. En un mot, c'est en tout cas faire en sorte que ces femmes-là puissent se sentir des citoyennes à part entière qui doivent participer au développement local, au développement de leur localité. Et là, aujourd'hui, les programmes, que ce soit des programmes de l'État comme des programmes qui ont été mis en œuvre par des ONG de développement ou dans le cadre de la coopération internationale, aujourd'hui, on peut capitaliser ces résultats-là, montrer qu'en fait, si on donne les moyens aux femmes, elles sont capables de participer en tout cas à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout au bien-être des familles. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on va investir sur les femmes doit revenir à la famille. Et les défis qui nous interpellent aujourd'hui dans nos pays africains, l'éducation de base, parce qu'on dit souvent que ce qu'on nous rétorque, que quand les femmes aussi sont très actives, bon, le tribut aussi est payé par les enfants. Par exemple, aujourd'hui, il y a même à la limite même une disparité, ou pour ne pas dire une certaine dissonance, quand on dit qu'il faut faire l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, et que la femme doit aussi être active, reprendre après 2 mois de congé de maternité. Est-ce qu'il y a eu toutes les conditions qui ont été prises dans l'environnement des entreprises ou dans l'environnement du travail pour qu'aujourd'hui qu'on puisse promouvoir l'allaitement maternel exclusif qui doit participer à la promotion de la santé maternelle et infantile. Alors, Madame, si vous parlez tout à l'heure de il faut capaciter les femmes, on voit que les femmes africaines ont des projets, elles sont porteuses de projets. Et maintenant, comment faire de façon générale, comment les accompagner? Est-ce qu'il faut passer par les associations ou l'État aussi? Je pense qu'on a une riche, comme on dit, c'est-à-dire c'est un capital que nous avons en Afrique. C'est que, en tout cas pour ce qui concerne nous dans cette région ouest africaine, et je pense même dans le Maghreb ou ailleurs, il y a toujours des dynamiques sociales, des dynamiques communautaires. C'est ça. Dans chaque village, dans chaque quartier, il y a toujours une association de femmes. Les mbotaï, les groupements, les tontines et tout cela, ce sont les femmes qui s'organisent. Donc la base, elle est là. Il s'agit juste d'accompagner les femmes dans cette dynamique communautaire, dans ces dynamiques associatives. Alors Madame Diane, vous œuvrez pour l'autonomisation des femmes. Vous êtes présidente de la plateforme des femmes de Kaolack dans le centre du pays. Comment vous organisez à votre niveau? Voilà, c'est dans cette dynamique, c'est ce qu'a dit ma sœur tout à l'heure, c'est dans la dynamique des organisations communautaires. Alors, elle a dit, si vous voyez, partout, les femmes s'organisent pour créer une économie solidaire. Et ce que nous, comme je dis, en Afrique, la volonté politique, dans notre pays aujourd'hui, il y a un ministère dédié à l'économie solidaire. Parce que c'est un vaste chantier qui mérite vraiment toute l'attention de l'autorité suprême et qui accorde cette attention-là. Alors nous, dans le cadre de la plateforme des femmes, comme elle a dit, c'est vrai, elle a dit si on donne les moyens aux femmes. Nous avons fait une introspection. Nous n'attendons pas qu'on donne les moyens, mais nous avons pris nos propres moyens pour nous organiser par rapport à ça et nous accompagner mutuellement dans l'autonomisation
Aujourd'hui, dans notre bilan de ce 8 mars 2020, nous sommes à plus de 20 000 femmes autonomisées par nos propres moyens et dans un accompagnement aussi psychosocial. L'accompagnement psychosocial consisterait à accompagner les femmes à faire une introspection en elles-mêmes. Parce que dans la dynamique de l'évolution de l'individu, il est toujours plus facile de reporter le tort ou bien l'échec sur l'autre, et tout en se dédouanant de ses propres responsabilités. Nous avons fait prendre conscience aux femmes de la rationalisation de leurs dépenses, de l'efficience de leurs dépenses. Est-ce que moi, je devrais m'habiller comme Madame Boukaka? Est-ce que je devrais avoir le même train de vie que Madame Boukaka? Alors que j'ai mon propre et mes propres objectifs et mon propre environnement. Donc, je dois pouvoir me conformer à mes possibilités et à mon environnement. Donc, nous avons vraiment touché du doigt, par exemple, l'habillement. Aujourd'hui, je prendrai l'exemple de la femme sénégalaise qui s'habille de façon trop chère. On disait aux femmes, écoutez, évaluons nos armoires. Et nous avons constaté que les armoires des femmes sont des entreprises immobiles dans une chambre qu'on ne touche même pas. Et la prise de conscience est venue. Les femmes ont compris qu'ils devraient moins investir dans l'habillement. Aujourd'hui, tu portes une tenue culturellement dans notre société, tu portes une tenue à une cérémonie, tu ne veux plus la porter pour une autre cérémonie. Tu la laisses dans l'armoire et ça, ce n'est pas rentable. Et aussi par rapport à l'investissement, par rapport aux bijoux. Est-ce que acheter de l'or, quand tu l'achètes, un bijou en or, tu vas dans un magasin, tu l'achètes. Dès que tu sors de la boutique, c'est dévalorisé, le bijou perd de la valeur. Tu ne peux plus retrouver le même capital. Est-ce que ces investissements-là... Ça veut dire que les femmes devraient être conscientes de leurs dépenses. Exactement. Oui, vous voulez réagir, allez-y. Ça dit que c'est aujourd'hui, vous touchez du doigt, c'est toute la question aujourd'hui, la problématique de l'éducation financière. Exactement. Quelque part. Ouais. Parce qu'en fait, on dira toujours qu'on a tellement donné de financement pour certains, c'est ce qu'ils disent, qu'on a donné beaucoup de financement aux femmes pour certains. Est-ce que ces financements ont été rentabilisés? Exactement. Ou bien quel a été l'impact réel par rapport à ces financements? Mais je pense qu'il faut relativiser, à mon avis. C'est une question parfois de culture aussi et d'environnement. Ce que vous dites, ça touche du doigt la question, par exemple, des cérémonies familiales. Nous avons vu, par exemple, pour ne pas, en tout cas dans une certaine catégorie de femmes, elles savent que culturellement, c'est un problème. Lors d'une cérémonie familiale, comme au Sénégal ou ailleurs, tu es la marraine. Quand tu es la marraine, tu dois dépenser, faire le double. Il est arrivé un moment où les femmes, dans leur association, elles se sont réunies, elles ont pris conscience, elles se sont dit maintenant, essayons de réglementer cela. Exactement. Nous ne pouvons pas dire qu'on va faire disparaître cette pratique culturelle. Culturelle, bien sûr. Qui est là, qui a un soubassement aussi de solidarité. Il faut le dire, mais qui a et d'existence. Oui. Et moi, je dis aux femmes... D'existence et d'épanouissement. Exactement. D'épanouissement aussi. Parce qu'en fait, la femme aussi, quelque part, aussi, c'est la part aussi de la féminité. Exactement. Qu'il faut aussi garder. Parfois, nous tenons aussi parfois à garder ce côté-là. Mais essayons de réglementer ou à la limite, comme disent les juristes, d'encadrer cela. Alors, il y a certaines femmes qui arrivent justement à encadrer cela. À être conscientes des dépenses et aussi qui sont devenues des chefs d'entreprise. Déjà, en Ouganda, 38% des entreprises appartiennent aux femmes. Et Madame Diane, que pensez-vous du management au féminin? Alors, moi, je dirais que le management est typiquement féminin. Parce que nous sommes des femmes, la femme est née manager. Parce que c'est la femme qui gère le foyer, c'est la femme qui gère les enfants. Nous manageons à longueur de journée. Donc, le management au féminin, c'est prendre des attributs des femmes pour améliorer l'existence de l'individu. Et nous avons ça de façon naturelle. Nous savons mettre à l'aise ou bien coacher notre environnement pour le bien-être de nos familles en général. Et ça, moi, je peux dire... Certaines personnes préfèrent encore qu'une femme dirige l'entreprise. Oui, vous savez, dans l'inconscient, dans la direction d'une entreprise, vous savez, la représentation de la femme par rapport à... Dans la représentation de l'homme, c'est très fort. Hein? Et ça, c'est toujours un handicap. Je prendrai l'exemple tout à l'heure, quand j'ai dit au monsieur, est-ce que vous êtes le maquilleur? Il m'a dit non. Automatiquement, c'est ça. Mais ça, c'est des phénomènes psychosociaux qu'on ne dit pas qu'on peut annuler, qu'on peut inhiber. Mais c'est des choses qu'on peut améliorer.
hein, qu'on peut améliorer et relativiser aussi. Que l'homme puisse comprendre que la femme et l'homme vivent en complémentarité, en partenariat. La femme n'est pas là pour prendre la place de l'homme, l'homme n'est pas là pour prendre la place de la femme, mais on doit être en altérité, en partenariat pour le meilleur et pour notre bien-être. Et c'est ça l'objectif, qu'il puisse y avoir un équilibre et que personne ne puisse se sentir lésé. Dans cette dynamique d'organisation des phénomènes sociaux dont elle parlait tout à l'heure, moi, je dirais au niveau de la plateforme des femmes, nous avons fait des avancées par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qu'elle dit là, les marrainages et tout, nous l'avons encadré, Il y a un montant à ne pas dépasser. Parce que dans la relation, il faut plus investir dans l'affect que d'investir dans le pécunier. Le fait que quelqu'un te dise « je te fais marraine de ma vie » en tant que valeur culturelle. Exactement, c'est-à-dire développer plus l'affect, mais pas le marchandage. Si cela vous tient à cœur, justement, le comportement des femmes africaines en général. Tout à l'heure, Madame Diane parlait des femmes, des hommes également ne sont pas des adversaires. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement? Oui, je pense que d'ailleurs, quand on parle toujours d'égalité, on a toujours vite fait de voir les hommes qui se rebiffent. Parce que nous avons vécu un peu tous les soubresauts et les langues qui ont vraiment délié par rapport, par exemple, à l'application de la parité. Ça continue, ce n'est pas encore fini. Mais je pense qu'on parle toujours d'une certaine complémentarité par rapport aujourd'hui à des rôles et des responsabilités que les uns et les autres doivent, en tout cas, remplir dans la société. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes en Afrique. Nous n'allons pas sortir, je veux dire, du cadre culturel. Nous n'allons pas dire que nous allons violer une certaine façon de faire ou de faire fonctionner nos sociétés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. Quel que soit Alpha, on est là ouvert au monde. On est citoyens et citoyennes du monde. Mais c'est encore le besoin et la nécessité, justement, de pouvoir quand même conforter les femmes dans leur propre identité. En tant qu'identité de femme d'abord, mais en tant qu'aussi identité parfois d'africaine tout court. Et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de peser de notre poids dans ce monde-ci. Et comme on parle d'autonomisation justement, que les femmes aussi sortent du niveau micro. Je pense qu'elles gèrent un programme où aujourd'hui il faut affirmer fortement l'ambition des femmes, qu'elles doivent sortir du microcrédit, des micro-activités, mais avoir l'ambition de se poser en tant qu'unité d'entrepreneuriat. La question de l'entrepreneuriat féminin, je pense qu'aujourd'hui, il y a un saut qualitatif. Et les femmes sont là. On a des parcours de femmes au Bénin, on a les Nana Benz, on a au Ghana, on a vu le rôle que les femmes, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Bénin, comme je dis, du Togo. On a les femmes aujourd'hui qui sont dans les marchés sous-régionaux. Quand on prend le marché de Diaobé, c'est des femmes du Mali, du Sénégal, de la Guinée. Le marché de Diaobé qui se trouve au Sénégal. Qui se trouve ici au Sénégal, oui. Mais c'est toute la sous-région ouest-africaine qui vient. Donc la dynamique d'intégration africaine, ça, elle est là, elle est vécue. Et c'est les femmes commerçantes qui sont dans la libre circulation des personnes et des biens plus en avance que les pays et les États. Elles n'ont pas attendu qu'il y ait l'UEMOA ou la CEDEAO qui fassent appliquer tel ou tel aspect des lois commerciales, mais elles ont pu développer des dynamiques commerciales. Et donc, je pense que c'est le lieu de dire que quand on parle d'unité industrielle, d'unité entrepreneuriale, qu'on ose aujourd'hui donner les moyens d'action à des femmes qui ont quand même fait leur preuve pour qu'il y ait ce saut qualitatif. Et on a besoin de cela quand on parle aujourd'hui de développement ou d'émergence. En tout cas, nous, en tant qu'ONG de développement, tout ce qu'on a capitalisé en milieu rural aujourd'hui, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a des... Comme on dit, quand on parle d'émergence, j'ai toujours l'habitude de dire ça. Le terme d'émergence, c'est toujours, moi je le lis toujours avec le leadership, si vous vous souvenez. Avant même qu'on parle d'émergence, nous on a toujours parlé de leadership des femmes qui émergent, de l'émergence du leadership des femmes. Donc c'est un processus naturel. À chaque fois qu'on appuie, il y a toujours un lot qui sort. Maintenant, dans ce lot de femmes qui sort, je pense que c'est le lieu, comme des programmes avec lesquels Mme Diagne travaille, et pourront s'appliquer et s'appuyer. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Elle parlait justement du leadership féminin. Allez-y, vous voulez réagir? C'était pour compléter juste, je donnerai l'exemple aussi dans notre pays. Il existe le réseau des jeunes femmes entrepreneurs qui rejoint le thème. Je suis de la génération égalité. Il y a un réseau des jeunes femmes entrepreneurs qui est mis en place et qui bientôt, vous allez voir, leurs activités, elles veulent faire sortir des femmes qui ont émergé dans l'entrepreneuriat, dans divers secteurs, allant de celles qui n'est même pas allées à l'école jusqu'aux plus diplômées, ainsi de suite, pour faire sortir, pour dire que les femmes sont là et elles ont toujours été là. Et c'est le moment de le montrer et de faire comprendre aux générations qui viennent
que, comme on dit dans notre langue, góor baax na, jigéen baax na, c'est-à-dire c'est bon d'être un homme, c'est bon aussi d'être une femme, hein, si je peux le traduire littéralement. Juste un dernier point pour terminer, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Pour les femmes qui ne comprennent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers elles? Est-ce qu'il faut une association pour les encadrer? Alors, moi, je dirais qu'il y a la connaissance des droits et la possibilité de demander, réclamer ses droits. Et maintenant, entre les deux, c'est l'autonomisation. Une femme qui connaît ses droits et n'a pas les moyens de les réclamer, je ne crois pas que ça sert à grand-chose. Le plus important, c'est de se focaliser sur l'autonomisation des femmes, que les femmes prennent conscience qu'elles sont une main-d'œuvre, qu'elles ont une capacité productrices, qu'elles peuvent produire quelque chose, qu'elles peuvent se prendre en charge. Et ça, c'est le défi pour moi. Vous voulez terminer? Oui. Par rapport à la question générationnelle, je pense que par rapport au thème choisi durant cette journée de la femme de 2020, parlant d'une génération, je pense que aussi c'est un enjeu et un défi de pouvoir travailler aussi pour les générations futures. Faire en sorte qu'aujourd'hui que les jeunes filles soient aussi porteuses de ces idées, porteuses de cet engagement fort que les femmes doivent s'en sortir et qu'elles doivent connaître leurs droits. Et là, encore une fois, l'éducation, je pense que c'est aussi une réponse à apporter par rapport justement à la connaissance de ces droits et à la revendication ou à la promotion même des droits des femmes. C'est la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madame Yaye Fatou Diagne, coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, promise, et présidente de la plateforme des femmes de Kaolack dans le centre du Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir aussi de partager avec les téléspectateurs de Midi 1 TV et vous-même, Madame Boukaka. Et je souhaite à toutes les femmes une bonne fête de 8 mars qui nous permet encore aujourd'hui, cette année, de faire une introspection sur nous et d'améliorer nos conditions de vie. Je remercie aussi ma sœur avec qui j'ai partagé le plateau. Justement, c'est Madame Fatoumata Sy, sociologue, coordonnatrice du centre Hamadou Malik Gaye Mbop, Union pour la solidarité et de l'entraide. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Boukaka. Merci aussi à notre sœur Yaye Fatou Diagne que nous suivons de plus près pour son engagement toujours aux côtés des femmes pour le développement aussi de ces terroirs. Et ça a été vraiment un plaisir de partager cette journée du 8 mars. Et nous disons en tout cas bonne fête à tout le monde et à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les deux et merci à vous d'avoir regardé cette émission avec beaucoup d'attention. Je souhaite à toutes les femmes une très bonne fête de 8 mars et à très bientôt sur Midi 1 TV Afrique.